Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 3e émission. Et en parlant de l'équipe, nous avons avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline. Bonjour. Adeline qui est officiellement avec moi la doyenne de l'émission aujourd'hui puisqu'on a 3 émissions à notre actif. Eh oui. Nous avons également avec nous Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Et nous avons également pour la première fois dans l'émission JB. Salut JB. Salut. Pas trop stressé pour ta première, ça va ? Bah, c'est pas vraiment en fait la vraie première, mais on pourra en reparler. Non, on ne parlera pas de ces émissions de tests, peut-être un autre jour. Mais alors pour le coup, vu que les auditeurs n'ont pas entendu ce à quoi tu fais allusion, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors JB, je suis membre d'une association qui est basée à Caen, qui s'appelle Septicamp, où on fait des événements autour de l'esprit critique. Et j'aime bien le cinéma, c'est pour ça que je suis là. Et le cinéma de zombies tout particulièrement, si je... J'ai eu une phase cinéma de zombies, ouais, carrément. Donc, je rappelle le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des tests discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité et où nous rentrerons un petit peu plus dans l'analyse. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Ça nous permettra aussi justement de progresser au niveau technique ou au niveau du construction de l'émission. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également d'une page de dons. Donc, nous avions une page Tipeee, mais bon, vu les problématiques liées à Tipeee, on va sans doute changer. Je précise aussi qu'on enregistre ce podcast 2 mois avant sa diffusion. Donc, ce qui fait qu'on est en plein en ce moment dans les politiques sur Tipeee. Mais si vous voulez nous faire un don, vous pouvez trouver de toute façon tous les liens sur notre site Castopod. Donc vous trouverez aussi notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter, notre Discord, etc., etc. Toutes les informations sont sur ce site. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons passer au film du jour, Opération Lune. Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Un an après la mort du réalisateur, qui avait demandé à être enterré dans le jardin de sa propriété, à une 50aine de kilomètres de Londres, sa femme, Christiane, et Yann Arlan, son directeur de production et par ailleurs frère de Christiane, parlaient du tournage du film Barry Lyndon. Pour quelles raisons les responsables de la NASA et Werner von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point. Le 1er janvier 2001, Christiane Kubrick procéda à l'ouverture des archives du réalisateur disparu. Elle y découvrit, enfoui sous la montagne de documents, un curieux dossier frappé du sigle de la Maison Blanche classé top secret, et la réponse à ses interrogations. Les images des premiers pas sur la Lune sont-elles bien réelles ? Ne sont-elles pas une manipulation de l'État américain ?
C'est avec ces questions que William Carell est parti à la découverte de la face cachée de l'exploration lunaire qu'il nous fait découvrir dans ce documentaire de 50 minutes. Avec des intervenants prestigieux, comme Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense, Henry Kissinger, secrétaire d'État, Buzz Aldrin, le fameux astronaute d'Apollo 11, ou encore Vernon Walter, ancien directeur de la CIA, nous allons voir que la réalité n'est pas tellement ce qu'elle semble être. Opération Lune est un documentaire télé réalisé par William Carell, qui est documentariste avec donc plusieurs documentaires à son actif. Il est notamment spécialisé dans la politique américaine, et il a fait des documentaires sur le scandale, par exemple, du Watergate, ou encore il a fait aussi un faux documentaire sur Hollywood. Il a obtenu le prix Europa pour l'ensemble de son œuvre, mais également le prix France Culture Cinéma Consécration pour, je cite, la qualité de son œuvre et de son engagement. Pour Opération Lune, il a reçu le prix Adolphe Grimm en 2003, et également 2 prix au Festival international du film scientifique du Québec, le prix Sciences et Société et le prix de la meilleure réalisation. Opération Lune est un film produit par Arte et Point du Jour et qui a connu sa première diffusion le 16 octobre 2002. Mais alors, que penser de ce documentaire ? Gabriel, si tu veux commencer. Eh bien moi, Vivien, je n'avais jamais vu ce documentaire et j'ai été vraiment super surpris. Je ne savais pas que les USA avaient engagé Stanley Kubrick pour faire ces images, honnêtement. C'est vraiment, il y a quand même quelque chose là derrière. Et je trouve que c'est un film d'utilité publique. Il faudrait vraiment le diffuser pour que les gens se rendent compte un peu de cette supercherie. Moi, j'ai été vraiment complètement étonné d'apprendre ça. Je sais pas vous, mais... Oui, c'est un film qui a un peu la force de bouleverser. J'imagine que c'est pareil pour toi, Adeline. Oui, alors moi, c'est pas une découverte. Je l'avais vu quand il a été diffusé en 2004 sur Arte. J'étais à l'époque au lycée. Et à chaque fois que je le vois, ça me fait la même chose. Le montage est génial. J'adore le film pour le montage, vraiment, qui est exemplaire. Et c'est aussi assez drôle. Voilà. Pour un documentaire, c'est pas courant. Et puis ça, sur coup, ça le mérite de te rappeler tes jeunes années lycée. Et oui. Il y a un petit côté nostalgique aussi au passage. Enfin, pour moi aussi, c'est un documentaire que alors je l'ai pas découvert sur Arte, je l'ai découvert bien plus tard, grâce à ses diffusions notamment sur YouTube. Pas encore sur les réseaux sociaux, c'était avant les réseaux sociaux. Et c'est un film que je trouve assez impressionnant dans sa manière d'aborder le sujet, parce que il nous pousse vraiment dans les retranchements de notre esprit critique. Il nous interroge sans cesse. Il sème le doute. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, on peut pas en sortir indemne. Ça, c'est clair. Ça va bouleverser pas mal de vos conceptions. Peu importe quelles sont vos conceptions. Et ça, vraiment, ça nous pousse à nous réinterroger sur les documentaires télé en général, sur la production qu'on nous met à disposition. Je sais pas si toi, JB, tu as eu la même impression. Oui, on voit les documentaires différemment. Moi, je l'avais déjà visionné dans le cadre d'un atelier qu'on avait fait à Septican. Donc là, c'était un revisionnage pour l'émission de ce soir. Et comme beaucoup d'œuvres cinématographiques, on découvre de nouvelles choses en revisionnement. Et là, je pensais que le deuxième visionnage n'allait pas m'apporter grand-chose, et en fait, je me trompais lourdement, mais c'était plutôt positif. Oui, je pense que c'est vraiment un film qui se regarde 2 fois. Exactement. Enfin, pour ma part, je crois que j'en suis déjà à ma 3e ou 4e fois. Et c'est dingue parce que, bon, on peut se dire c'est un film télé, c'est pas forcément quelque chose qui va nous marquer personnellement. Mais c'est vrai que même au bout de la 4e fois, j'aime toujours autant le regarder. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'à chaque fois qu'on le regarde, on trouve des petits détails qu'on n'avait pas vus avant. Et c'est donc un gage de qualité. Oui, effectivement, il y a plein de petites choses à aller chercher. Et on va en parler un peu plus en détail dans la partie avec des spoils. Ah, ouf. Donc nous sommes maintenant dans la partie spoil. À partir de là, on estime soit que vous avez vu le film, soit que vous en avez rien à battre de vous faire spoiler. Sauf que, bon, j'ai rajouté une petite annonce aussi. Opération Lune est un film qui ne se voit pour la première fois qu'une seule fois. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais je vous encourage vraiment
à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu. Quittez le podcast, allez sur YouTube, il est sur YouTube, tapez Opération Lume William Carell, regardez les 50 minutes de film et revenez nous écouter après, parce que sinon vous allez vraiment vous gâcher le film si vous nous écoutez sans l'avoir vu. Voilà. Ce serait pas mal. Mais c'est important que vous le voyez jusqu'à la fin. Oui. Ok. Maintenant qu'on est libre de dire un peu ce qu'on veut sur le film, ça va faire du bien parce que c'est un peu compliqué la partie. Ah oui. Il faut dire que la partie sans spoil était un peu compliquée à faire avec un film qui est aussi important, on va dire, dans ce qu'il est, puisque c'est un film qui se révèle petit à petit, et on va pas y aller par quatre chemins. En fait, c'est un film absolument parodique sur cette thématique du premier pas sur la Lune, du fait en fait que ça défend la thèse, soi-disant, que Stanley Kubrick aurait tourné les images des premiers pas sur la Lune. Donc le film défend cette thèse, sauf qu'on se rend compte, au fur et à mesure de notre visionnage, que le film est une parodie. Parce qu'il sème effectivement beaucoup de choses au fur et à mesure du visionnage, qui nous permet de nous rendre compte, à peu près à la moitié du film, même si ça peut être un peu plus tard. Moi personnellement, c'était quand même assez tard que la première fois que j'ai vu, c'était assez tard que je me suis rendu compte que le film était une parodie. Ah ouais. Ouais, sans déconner, la première fois que je l'ai vu, alors j'ai eu des doutes à partir du milieu. J'ai eu vraiment des doutes à partir, je crois, c'est à partir de la discussion entre les conseillers, qui est filmé de manière assez lunaire, c'est-à-dire que William Carell l'a filmé comme s'ils étaient tous dans la même pièce, sauf que ça marche pas une seule seconde. Enfin, c'est monté. Ça ne marche pas du tout. Comme s'ils étaient dans la même pièce, ça marche pas du tout. Sauf que ça marche sur certaines personnes. Moi, ça m'avait un peu jeté. Je me suis dit, mais il y a un montage faut se dire, c'est un montage lunaire, quoi. Je comprenais pas du tout ce que le réalisateur a voulu faire avec ça. Et donc, ça m'a un petit peu interloqué. Et là, vraiment, où moi, je me suis dit, ce film, en fait, c'est une énorme parodie. C'est uniquement à la blague des acédiques à la fin, quoi. Bah, je trouve que c'est la meilleure blague du film, c'est un des seuls trucs dont je me rappelle du film, je crois, mon deuxième visionnage, c'est-à-dire la blague sur les acédiques, c'est une des meilleures qu'il y a dans tout le film, personnellement, enfin voilà, quoi. Mais vous, alors, dans ce cas-là, à partir de quand, pour votre premier visionnage, vous avez commencé à peu près remettre en doute un peu ce que le film disait, ou à partir de quel moment vous vous êtes dit, vraiment, on est en train de se faire avoir? Je sais pas, par exemple, pour commencer, j'y vais, tiens. J'étais en train de réfléchir à ça. Je pense que le moment où... Enfin, je pense que tout le monde a des doutes dans le documentaire, et il y a un truc, bah toi, la blague des acidiques, qui va vraiment clôturer le truc en mode ouais, ok, on est en train de se foutre de ma gueule. Je crois que c'est le moment du faux doublage dans le village, soi-disant village vietnamien, où il y a quelqu'un qui raconte ouais, il y a eu des militaires américains qui ont essayé de se cacher, mais bon, ils n'étaient pas très discrets. Il laissait des canettes et puis des emballages de McDo partout. Je pense que c'est cette phrase-là particulièrement qui, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est aussi dans le même village où il montre un cadavre, soi-disant c'est un Américain qui s'est flingué lui-même avec son propre flingue. Enfin, il y a des trucs dans le village laotien, c'est un truc absolument. Bah ouais, c'est pareil. C'est quand on n'est pas dans le film ou quand on connaît le film, on le voit, mais quand on est dedans, bah, généralement des fois c'est un truc qui passe, quoi. Et comme beaucoup de choses dans le film, il y a beaucoup de détails qui passent vraiment très très rapidement devant nos yeux. Et vu que le rythme du film nous en donne, on n'a pas le temps vraiment de le voir venir. Et toi, pour le coup, Adeline, c'était quoi, toi, le village laotien, les acédiques ou encore autre chose? Non, alors, si je me souviens bien, bah, ça remonte à 2004. C'était sur le doublage de Armstrong sur la Lune. Oui. Quand il parle tout à fait. avec son collègue. Qui est très mauvais. Enfin, si on fait attention, c'est très mauvais. Mais oui. Même Jack Torrance, J'adore celui-là. donc le producteur hollywoodien, il me semble que déjà à l'époque, je me disais, attends, c'est un peu gros quand même ce qu'il est en train de raconter. Mais je me suis vraiment dit, ok, il y a un problème avec ce film que je suis en train de voir sur la voix de Armstrong, qui est doublée n'importe comment, ils disent que des Ça, c'est conneries. dingue, ça, c'est un truc. Même encore, là, tu vois, j'ai revu dernièrement, ça m'a pas. J'étais en train de me dire, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est pas. Non, mais disons que c'est pas un truc qui me choquerait, si tu veux, que. Enfin, c'est pas un truc qui m'a choqué en le voyant. J'ai vu plein d'autres trucs en le revoyant, mais ça, c'est un truc où là, pour le coup, j'ai encore hésité en me disant, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Là, tu vois, j'aurais maintenu le doute sur celui-là. Tu vois, c'est pas du tout un truc qui m'aurait interloqué, tu vois. Et toi, pour le coup, Gabriel? Pour ma part, je vais pouvoir enfin me libérer de ce poids. C'est un film, effectivement, comme toi, Vivien, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Et la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années de sa sortie entre 2002 et 2004. Je ne sais plus exactement. Et je n'arriverai pas à me rappeler qu'est-ce qui m'a fait comprendre que c'était un mockumentaire, mais c'était plutôt vers la fin.
la toute première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment laissé embarquer. J'ai accroché cette histoire de Stanley Kubrick et cette histoire d'objectif offert par la NASA en plus, qui est une histoire vraie. Du coup, c'est toujours pareil, hein, les théories du complot mêlent toujours des éléments vrais avec des éléments vrais qu'ils extrapolent. Du coup, il y a toujours un côté vraisemblable. Et moi, j'ai plongé dedans. Et en fait, j'avais pas trop fait gaffe aux indices qu'il a donnés la toute première fois, hein, je parle. Et par contre, je l'ai regardé jusqu'au bout et j'ai compris, évidemment. Il y a un moment, on est obligé de comprendre. Donc voilà. Cette fois-ci, je l'ai regardé encore une fois pour Cinétique. Et là, j'ai pris un post-it et un crayon. Tout à l'heure, Adeline, tu parlais de Jack Torrance. Donc, Jack Torrance, c'est quand même le personnage principal de Shining de Stephen King. Et là, ça m'a fait tilt. Et du coup, j'ai vu que dans le film, il y a d'autres personnages comme ça. Il y a Ambrose Chappell, qui est un prêtre, qui est un ancien. Alors lui, c'était un ancien. Ça m'échappe si c'était un ancien astronaute ou un ancien membre de la CIA, mais en tout cas, ancien agent de la CIA. Voilà, qui s'est reconverti. L'histoire est très drôle. Qui s'est reconverti en pasteur ou je ne sais quoi ou en prêtre. Donc, il s'appelle Ambrose Chappell, qui est un personnage des X-Files dans la série X-Files. Oui. En fait, le personnage de X-Files est déjà une citation en référence à Hitchcock. Oui, tout à fait. Qui est dans Fenêtre sur L'homme qui en savait trop. L'homme qui en savait trop. L'homme qui en savait trop. North by Northwest. Oui, parce qu'en fait, c'est un lieu. C'est une chapelle qui s'appelle. C'est un lieu en fait. La chapelle s'appelle Ambrose Chapel. Et le personnage de X-Files, c'est en hommage à ce lieu. Dans L'homme qui en savait trop, c'est pour ça qu'il a été nommé ainsi. Alors ça fait double référence. Il y a deux références à La mort aux trousses dans le film. Il y a celle de Eve Kendall et également George Kaplan. Moi, George Kaplan, c'est le truc qui m'a fait le plus rire, je crois. Et donc voilà, j'ai vu tous les indices. Et en fait, je reparlerai du montage tout à l'heure, mais j'ai quand même un avis assez partagé là-dessus parce que c'est à la fois hyper bien fait parce que ça respecte vraiment toutes les règles du documentaire. On tombe dedans parce que on a l'habitude de voir ça dans des documentaires qui nous disent des choses vraies. Du coup, on fait assez confiance à ce film, notamment grâce au montage. Et là, cette fois-ci, pourquoi j'ai détecté que les dialogues sur la Lune sont totalement faux, c'est par rapport à la qualité du son. Peut-être que c'est parce que j'ai un bon casque ou quoi, mais si on écoute vraiment les enregistrements originaux et les enregistrements qui sont dans le documentaire, ceux du documentaire, on sent qu'il y a eu quelques années d'évolution technologique au niveau de l'enregistrement quand même. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qui m'a fait tiquer sur Armstrong. C'est que les paroles qu'il a avec son collègue sur la Lune sont beaucoup trop claires, il n'y a pas de grésillement, etc. par rapport aux images qu'on connaît tous, qui sont mondialement connues. Et si on a une bonne mémoire de ce qu'il disait, effectivement. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas du tout un truc moi qui m'a marqué. Mais c'est vrai que je crois que là où ça m'a le plus fait marrer en le revoyant, parce que la première fois je me suis totalement fait avoir par ça, c'est là tu parlais de Jack Torrance, donc ce fameux producteur qui est filmé devant la Statue de la Liberté, soi-disant à New York. Et en fait, quand tu écoutes le réalisateur du film, tu vois bien qu'en fait il explique que c'était devant la Statue de la Liberté qui se trouve à Paris. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais attention, tu vois les gens qui marchent juste derrière, qui font leur footing, etc. Et que la Statue de la Liberté fait pas du tout la taille qu'elle devrait faire. C'est ça. Mais l'habileté du montage est d'avoir montré ce plan en hélicoptère de la Statue de la Liberté juste avant. Du coup, notre cerveau fait le lien, quoi. Bien sûr. Puis il y a une sacrée contre-plongée aussi pour fausser la taille de la Statue de la Liberté. Tout à fait. Oui, parce que ça doit être pris sur le pont de Grenelle à Paris, vu l'angle et tout ça. Et donc, fallait pas... Enfin, c'est plus facile sur un pont parce que le paysage est assez dégagé. Mais du coup, il a fallu jouer entre la barrière, les gens, tout ça. Pour les auditeurs, il faut peut-être replacer qu'en fait, il y a des vrais intervenants au sein du film et il y a également des comédiens qui, eux, étayent vraiment les propos de la théorie énoncée. Donc, Kubrick aurait tourné des images de la Lune pour parer aux images manquantes de la NASA. En tout, il y a 7 faux comédiens, enfin 7 vrais comédiens, on va dire, dedans, parmi donc tous les vrais intervenants
qui sont dans le film. Oui, donc moi je voulais parler de David Bowman, qui fait référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a Maria Vargas, je sais pas à quoi. En fait, c'est la seule que j'ai pas capté la référence en fait. Moi, je l'ai. C'est vrai qu'elle est dure à trouver celle-là, mais elle est expliquée dans le Wikipédia de Opération Lune. C'est La Comtesse aux pieds nus, un film américain de Joseph L. Mankiewicz. Mankiewicz. C'est dur à dire. C'est un classique, en fait, La Comtesse aux pignons. De 1954. Ensuite, Dimitri Meuflet. Donc ça, c'est facile. C'est les prénoms des deux présidents qui sont... le président russe et le président américain dans le Docteur Folamour. Donc Dimitri et Meuflet. Et puis le dernier, c'est Robin W.A. Konigsberg. Donc là, qui fait référence à Woody Allen. Rabin, pas Robin, c'est un rabbin, du coup c'est marqué Rabin, non? Ah, c'est Rabin. Je sais plus, j'ai pas bien pris note, je sais pas si c'est Robin ou si c'est Rabin. Mais c'est vrai que c'est le rabbin. C'est celui qui fait la blague sur les acidiques, justement. En fait, si tu regardes sur le générique de fin de Opération Lune, il est crédité W.A. Rabin Königsberg. Donc c'est vraiment explicite, quoi. Donc qui est relié au patronyme réel de Woody Allen et à ses initiales W.A. C'est Wikipédia qui nous dit ça. Et le réalisateur aussi l'a évoqué. Il y a une dernière personne qui n'est pas à l'image, mais qui est évoquée, ce serait le soi-disant agent secret qui aurait poursuivi les techniciens pour les tuer, ceux qui auraient été présents au tournage. Et donc, il est nommé Georges Kaplan. Georges Kaplan, c'est le personnage mythique de La Mort aux trousses, celui pour lequel on méprend Gary Grant. Et c'est pour ça que Gary Grant fuit pendant tout le film, parce qu'on croit que c'est Georges Kaplan. Donc, c'est quand même très, très drôle. C'est ça. Et donc, parmi les vrais intervenants, on trouve Christiane Kubrick, donc la femme de Kubrick, Jeffrey Hoffman, qui lui est astronaute, Vernon Walter, donc je l'ai dit, ancien directeur de la CIA, Farouk Elbaz, directeur technique de la NASA, Jean Harlan, donc lui directeur de production de Kubrick, qui a produit, je crois, pratiquement tous les films de Kubrick. On trouve un autre astronaute qui est David Scott, aussi Buzz Aldrin pour le coup, Lois Aldrin, donc la femme de Buzz Aldrin, Donald Rumsfeld, donc le secrétaire à la défense, Richard Helms, directeur de la CIA, Lawrence Eagleburger, qui était conseiller de Nixon, Henry Kissinger, qui lui était secrétaire d'État, Alexander Haig, ou Haig, je sais plus, chef d'état-major. HAIG. Ouais, c'est ça, HAIG, Haig. Et donc, on a donc ces véritables témoins qui sont noyés plutôt, on va dire, il y a plutôt les faux témoins dont on vient de parler, qui sont noyés parmi ces vrais témoins qui permettent, en fait, de raccrocher les discours entre ce que donc William Carell a envie de faire passer comme message et ce que disent véritablement les intervenants. Et toute la subtilité du film, ça va être de faire dire à ces véritables personnes qui ont été interviewées des choses qu'elles n'ont jamais dites par uniquement la magie du montage et du détournement des interviews qu'il a pu avoir avec eux. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé au tout début de la présentation du film du fait que William Carell avait tourné un film sur le scandale du Watergate, puisque la plupart des sujets dont les gens parlent ici, donc les conseillers notamment de la Maison Blanche, parlent en fait du scandale du Watergate plutôt que en fait de l'affaire de la Lune. Donc à chaque fois qu'ils sont scandalisés par quelque chose ou qu'ils disent à Nixon que fallait absolument pas faire ça, que tout le monde l'aurait vu, que c'était vraiment scandaleux, etc. En fait, ils parlent donc de l'affaire du Watergate et pas du tout de la Lune. Et elle est là toute la magie du documentaire. Oui, d'ailleurs, j'ai vu cette interview, j'aimerais bien faire la référence, du coup je vais prendre le temps de chercher le lien, 2 secondes. Rambobina, l'émission qui a été diffusée le 16 septembre dernier. Voilà. Ouais, quand je cherchais à revoir le documentaire, je suis naïvement tombé sur, je crois, LCP, qui fait une émission qui s'appelle Rambobina avec Patrick Cohen. Et ils ont invité notamment, à l'occasion des 20 ans du documentaire Opération Lune, le réalisateur William Carell pour diffuser le documentaire et en parler ensuite. Donc je me suis permis de regarder ça. Enfin, j'ai regardé ça et la discussion après était très intéressante. Et il y a un truc moi, qui m'a interrogé. C'est William Carell, on parle de quelqu'un qui a fait une quarantaine de documentaires dans sa carrière sur des sujets divers et variés, surtout produits par Arte. Donc il maîtrise vraiment le format du documentaire. Et puis il y a un espèce de format canon de Arte, les interviews, les experts,
le montage avec des images, souvent des images d'archives. Et donc on est vraiment dans ce montage-là, en fait, pour Opération Lune. Et il dit, lors de la discussion après le documentaire sur Rambobina, il dit j'ai pu faire 40 documentaires, mais le seul qui restera, c'est Opération Lune. Il fait un espèce de constat comme ça. Le seul sur lequel on m'interroge encore aujourd'hui, 20 ans après que je l'ai réalisé, c'est Opération Lune. Et j'ai trouvé ça très éclairant, en fait. C'est vrai que les documentaires Arte, je sais pas vous, mais moi j'en consomme pas mal, mais bon, bah, ça va, ça vient. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, mais ils restent rarement, je trouve, en fait. Comment tu fais la différence entre un bon et un mauvais documentaire, pour le coup, après Opération Lune? Pour moi, un mauvais documentaire, c'est le documentaire qui va faire parler parmi les experts de la question qui est traitée et qui est décrié, en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple de Arte, du coup, qui, il y a quelques années, a fait un documentaire sur les centrales nucléaires à base de thorium et qui présentait le fait que... Donc, en fait, le thorium, ça remplacerait l'uranium et ça résoudrait le problème des déchets nucléaires, notamment. Enfin bon, ce serait magique, quoi. Mais le documentaire a l'air de nous dire que la seule et unique raison pour laquelle on a mis cette technologie de côté, c'est parce qu'il fallait du plutonium pour les armes nucléaires militaires, en gros. Et donc il y a des côtés complotistes dans le documentaire, même si je le qualifierais pas de complotiste. Et des gens qui s'y connaissent sur le sujet ont un peu répondu en disant que c'était une simplification assez grossière de ce qui s'est vraiment passé et que les centrales à thorium posent des problèmes technologiques qui sont assez massifs et que c'est pas la panacée. En fait, on arrive à la conclusion que c'est pas tout noir tout blanc, alors que le documentaire a l'air de nous dire c'est tout noir tout blanc, quoi, en gros. Et pour moi, c'est comme ça que je reconnais un mauvais documentaire, en fait. C'est est-ce que les personnes qui s'y connaissent vraiment sur la question le recommandent ou est-ce qu'ils le critiquent ou ils disent non, mais c'est Arte. Arte n'est pas connu pour gérer les questions sciences dures, je trouve, en général. En fait, ce que tu nous dis, c'est que pour remarquer un bon documentaire, on n'a pas le choix, il faut forcément aller chercher ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les critiques du documentaire, mais est-ce qu'il y aurait, disons, selon vous, un moyen de reconnaître, finalement, un bon documentaire d'un mauvais documentaire en soi, enfin, directement comme ça? Parce qu'après Opération Lune, finalement, on peut se poser la question. Moi, j'ai remarqué quand même quelques petits indices qui pourraient nous aider à déterminer comment on pourrait reconnaître un bon d'un mauvais documentaire. Il y a déjà les images d'illustration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le documentaire Opération Lune, il y a beaucoup d'images d'illustration de documents officiels, mais qui sont en fait des illustrations de documents officiels. C'est-à-dire qu'on nous présente jamais un document officiel ou quand on semble nous le présenter, il est tronqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis dans son contexte. Je pense notamment à l'article de journal à la fin, quand malheureusement il se trouve que c'est Vernon Walter qui est décédé à la fin. Vernon Walter est décédé peu de temps après avoir fait l'interview, ce qui est du pain béni quand on fait un documentaire comme ça, j'allais dire. Et du coup, ils en ont profité pour inclure un article de journal qu'ils ont modifié. Il est souvent évoqué des documents officiels, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours des illustrations qu'on pourrait trouver sur Internet de nos jours, quoi. C'est pas vraiment les documents en eux-mêmes qu'on voit. Donc ça peut être une première piste. La deuxième piste, comme tu disais Vivien, le montage est très habile. Il y a plein d'habilités, mais il y a plein de choses que on ne pourra jamais cacher, comme couper les phrases des gens pour constituer d'autres phrases. Donc pour pas que ce soit trop évident, dans Opération Lune, ce qu'il a fait, le monteur et le réalisateur, ils ont pris des petits extraits, ils ont fait des genres de ping-pong entre les personnages. Je pense notamment quand c'est la femme de Stanley Kubrick qui parle, et le nom m'échappe de la personne avec qui elle parle, mais là c'est assez flagrant. Tu veux dire quand elle parle de Kissinger, c'est ça que tu veux dire? Ou quand elle parle avec son producteur? Quand elle parle de Kissinger, et puis quand ils sont dans la salle et qui parlent tous les deux, en fait, si vous remarquez, les phrases sont constituées de bouts de phrases à elle et de bouts de phrases à lui. Donc, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que s'ils avaient fait les coupes que dans des phrases à elle et qu'ils enchaînent les phrases à elle, on verrait, ce serait vraiment trop évident qu'il y a des coupes. Tac, on verrait vous voyez ces coupes, ces techniques de coupe là qui sont très grossières, que des fois on fait. On voit d'ailleurs à la télé ou même à la radio, on les entend.
Et donc ils ont essayé de contrecarrer ça, mais pour moi, ça reste encore trop évident. Moi, je fais très attention à ce genre de coupe, hein. Quand je vois dans des documentaires que c'est coupé, que les phrases sont coupées très régulièrement, très souvent, c'est pas trop bon signe, hein. Moi, je préfère entendre le propos entier, la phrase entière, et puis voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que William Carell, il revient sur cette question sur cette intervention justement de la femme de Kubrick sur Kissinger. En fait, c'est tout un truc. Alors, c'est toute une histoire par rapport au docteur Folamour où Kubrick aurait rencontré Kissinger. Alors, je sais plus exactement, j'ai oublié le contexte de l'histoire, mais en gros, William Carell cherchait absolument à faire parler la femme de Kubrick de Kissinger. Il fallait qu'elle prononce le nom de Kissinger pour qu'il puisse la mettre dans le documentaire, quoi. Donc, quand elle a prononcé le nom de Kissinger et qu'elle rajoute par derrière en disant bah c'était lui qui était au centre de toute l'opération, ah ben William Carell était vraiment aux anges. Il s'est dit bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, sachant que la femme de Kubrick a été interviewée sans savoir que c'était un faux documentaire, quoi. Elle pensait que c'était un véritable documentaire sur Kubrick. Et donc quand elle a découvert le film, elle a pas eu de problème, elle l'a trouvé même très bien. Je crois qu'elle a écrit à William Carell pour lui dire qu'elle était très contente du film qu'il avait fait. Par contre, le producteur qui se trouve à côté d'elle, donc Jan Harlan, je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle, lui par contre déteste absolument le film parce qu'il trouve ça inadmissible qu'on puisse on va dire entre guillemets selon lui souiller la mémoire de Kubrick en faisant un documentaire comme ça. Donc mais c'est assez drôle de voir justement que Carell justement a détourné les entretiens sans jamais rien dire donc aux personnes. Bon là pour les entretiens qui se font dans le cadre d'Opération Lune, sachant que la plupart des entretiens ont été faits donc beaucoup dans le cadre du documentaire sur le Watergate. Juste précision un petit truc, parce que justement dans cette interview dont JB nous a parlé de Rambobina, il dit bien qu'il avait besoin de trouver un moyen de lui faire parler de ça. Il le dit clairement, si je me souviens bien. Exactement. Donc il y a quand même des stratégies derrière. C'est pas comme si il avait vraiment. Il y a certains points dont il avait absolument besoin, et il y a certains points qui ont été un peu la providence, notamment comme la mort de. Alors son nom il m'échappe à chaque fois. C'est Vernon Walter. Comme par exemple la mort de Vernon Walters, mais avec Vernon Walters, il y a aussi le fait qu'il a dit est-ce qu'on tourne encore, est-ce que ça filme encore. Donc ça aussi c'est un coup de chance, hein, qu'il ait dit ça. Et d'ailleurs quand c'est des passages comme ça, c'est très court et le montage est très rapide. Donc j'en reviens à cet indice du montage. Quand vous voyez des gens où le discours est coupé très souvent, il faut se méfier un petit peu. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Gabriel, hein, sur les longues interventions ou juste quelques phrases. Moi, pour identifier justement ce genre de documentaire, moi je propose de couper le son. Pour se rendre compte vraiment de ce que montrent les images, si elles ont des rapports les unes envers les autres. Et pour réussir à dissocier la voix off des images, moi il me semble que c'est essentiel dans ce genre de documentaire. Je rajouterai également le contexte de diffusion qui est important. Où est diffusé, pourquoi, par qui, etc. C'est une vidéo sur YouTube ou sur Arte ou sur France 2 ou etc. Ça, c'est différent. Et puis évidemment le fact-checking qui est nécessaire. Et ici en plus il est drôle à faire sur ce film, je trouve. Oui, parce qu'on trouve toujours des choses. Quand c'est Jack Torrance qui parle, a priori, quand je regarde un documentaire, je fais confiance et je me dis, bah, c'est Jack Torrance, le producteur, hein. Par contre, quand je tape sur Google, voilà, je trouve que c'est un personnage fictif. Donc c'était assez rigolo, ça. Effectivement, tu fais bien de parler de la. Alors, on a parlé du montage sur le coup des interviews, du fait que c'est très très coupé pour justement que les phrases soient sorties de leur contexte et qu'elles veuillent dire autre chose. Mais ça, je trouve ça aussi très intéressant, c'est le travail de la voix off. Donc la voix off, forcément, elle guide tout le film. Mais surtout, elle est là pour sans cesse parler, sans cesse parler, sans cesse parler. Toujours parler, il faut toujours que le film y parle, il laisse jamais de temps de repos. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être un signe d'un beau documentaire, c'est qu'un beau documentaire va aussi prendre des fois le temps de laisser le spectateur réfléchir en laissant un temps de pause, sans son, juste avec des images d'illustration ou en montrant un document particulier, mais juste en se taisant. Et là, ce qui est assez hallucinant, c'est ce film-là. Enfin, je trouve que c'est peut-être le fondamental, en fait. Enfin, le point fondamental pour moi du documentaire, c'est le rythme. C'est le rythme à laquelle va le documentaire. Le documentaire, il est rythmé, il n'arrête pas, il change d'image sans cesse, sans cesse. C'est un rythme effréné. Et en fait, ça nous laisse absolument pas le temps
d'emmagasiner l'information, de la réfléchir, de l'interroger. En fait, on emmagasine. Et j'ai l'impression que moi, c'est comme ça la première fois que j'ai reçu le film. C'est-à-dire, je me suis dit, j'emmagasine tout et puis je réfléchirai après. Parce que là, j'ai pas le temps de réfléchir. Si je réfléchis, je vais louper du documentaire. Et donc, effectivement, là, pour le coup, le contexte de diffusion est important parce que quand on est sur YouTube, on peut faire pause, on se pose, on réfléchit. Quand on est sur Arte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on suive la diffusion du film et on se dit, je peux pas louper un truc parce que j'ai loupé une information importante. Et je trouve que le truc encore plus malin qu'a fait Carré, donc on en a un peu dit, c'est-à-dire que au début du film, il commence vraiment comme un film ultra sérieux sur la conquête lunaire, etc., avec une énorme masse d'informations, mais qui sont pour elle bien réelles. Pendant, moi, je crois à peu près, on va dire 10 minutes du film, un peu moins de 10 minutes, je crois, c'est 8 minutes du film, porte sur des informations donc réelles et vraiment martelées, enfin, c'est-à-dire martelées, qui s'enchaînent sans cesse, sans aucune pause. Et puis après, on commence à dériver à partir du moment où il commence à parler de la mafia, c'est-à-dire du financement. Avec la musique du parrain. Oui, avec la musique du parrain en plus, et puis avec des images, on sait pas trop d'où ça sort. Enfin, il y a des images un peu bizarres aussi de mafia. Enfin, on sait pas trop d'où ça sort. Enfin, ça fait très mafieux, d'ailleurs, typé italo-américain. Donc voilà, comme dans le parrain, en disant effectivement qu'il n'y avait que 3 États qui avaient la main mise sur le programme spatial, qui étaient la Californie, la Louisiane, pas la Louisiane, La Floride. la Floride, et puis le troisième j'ai perdu, c'est le Texas, je crois. Le Texas. Et en disant voilà que c'était une mafia de ces 3 États, etc., que c'était remonté, enfin, et c'est là que commence vraiment l'aspect, on va dire, complotiste du documentaire. Mais la construction est extrêmement intelligente sur comment c'est mené. Et une fois qu'on est parti dans le documentaire, en regardant vraiment les premières infos, en se disant bon bah ça c'est vrai, parce que globalement ce qu'il dit au tout début du documentaire, tout le monde le sait, enfin il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est après qu'on va s'engouffrer petit à petit, c'est-à-dire qu'il chope notre confiance, et ensuite il nous anesthésie par le rythme, et vas-y maintenant laisse-toi entraîner par le film quoi. Moi c'est vraiment comme ça que ça marchait la première fois, et ça a très très bien marché, jusqu'à des trucs vraiment énormes, fallait que ce soit vraiment des trucs énormes pour faire vraiment sortir du film quoi. C'est le b à bas des théories complotistes. C'est la structure de documentaire de la révélation des pyramides, c'est la structure de documentaire de Hold Up. Commencer avec un bon gros tiers, une bonne moitié du film avec des banalités, des trucs complètement vrais. Et il y a un moment, il y a un switch en fait. Alors Il y a un truc qui est en moins que dans Hold Up, je crois que c'est la dramatisation par la musique. Karen n'a pas trop joué là-dessus. Il y a un peu de musique, mais on n'est pas dans un truc ultra soit larmoyant ou ultra stressant. Il n'a pas joué la carte de la musique de Saw, par exemple, mais parce que c'était pas encore sorti à cette époque-là, toutes les vidéos avec la musique de Saw pour le 11 septembre, etc., etc. Et la musique de Requiem for a Dream aussi. Enfin, 2 grands classiques du complotisme en matière de musique. Est-ce que vous voulez du coup que je vous fasse mon petit topo pour essayer de récapituler un peu les techniques foireuses des documentaires? Oui, complètement. Donc je vais passer par 3, 4, 5 points. J'ai essayé de regrouper en 5 points qu'on a déjà commencé à évoquer, c'est-à-dire décontextualisation, détournement, dramatisation, angle et discours. Alors la décontextualisation, on l'a dit tout à l'heure, les interviews sont très coupées en général. Là c'est une globalité sur les documentaires un peu moisis qu'on peut voir en général. Ils sont très coupés, il y a des bribes de discours sans qu'on sache de quoi parlent vraiment les interviewés. Dénaturation des propos ou des images d'origine, le floutage des personnes et la modification des voix. Je le mets dans la décontextualisation parce que ça évoque un danger potentiel, un espèce de secret à ne pas révéler, etc. Le détournement de l'usage, puisque à la base c'est pour protéger les victimes ou les témoins, et ensuite on en fait pour en faire quelque chose d'important, c'est-à-dire on ne sait pas qui parle, mais ça a l'air vraiment sérieux, c'est pour ça qu'ils l'ont flouté. De la même manière, quand on entend, par exemple, dans un documentaire, dans un lieu tenu secret, ça crée un mystère et une espèce de perte de repère pour le spectateur. Ensuite, dans le détournement, ce qu'on peut voir aussi dans ce genre de documentaire, c'est les images d'illustration hors sujet. Évidemment, dans Opération Lune, il y en a plein. En général, c'est soit mal daté, soit mal employé, soit les sous-titres sont truqués, c'est sans source ou mal sourcé. Gabriel nous parlait des images d'archives tout à l'heure, des faits qu'on pas forcément à voir avec le sujet du documentaire d'ailleurs. Les trucages d'images, les incrustations, les photomontages, etc.
On a parlé tout à l'heure de la voix d'Armstrong sur la Lune, évidemment. Là, ici, dans Opération Lune, elle est totalement truquée, comme la photo de Kubrick qui apparaît sur le sol lunaire. Il y a des faux sous-titres, des découpages dans l'image, etc. On peut penser au film Le Grand Détournement. J'imagine que vous avez tous vu. Oui, on peut y penser quelque part, on peut s'y raccrocher, oui, mais Voilà. bon, c'est quand même pas du tout le même. Il n'y a pas de, il y a pas de C'est- dinosaures partouzeurs de droite dans celui-là. Il n'y a pas de mangeur de chips. Et on mange pas de chips, Ouais. effectivement. Je pense que ça, je pense que- C'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec des images prises comme ça un peu partout. Donc là, le grand détournement, c'est sur des images mythiques d'Hollywood avec John Wayne, etc. Mais c'est juste un exemple. ça montre bien que c'est un monde de merde, quand même, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, je passe. Que la Wish Lorraine, c'est super bon quand même. Et donc, dans le détournement, on a également de l'insertion de faux documents ou de fausses interviews au sein de vraies infos et d'événements historiques. Donc ça, c'est la technique du sandwich, qui est une technique de communication bien connue, hein, qui permet de faire avaler un truc faux bien entouré de trucs vrais. On peut trouver également... Ah, est-ce que je peux noter une technique du sandwich que j'ai remarqué? Ouais, vas-y. La sœur de Buzz Aldrin, donc qui s'appelle Marie Vargas, Ouais. elle a un accent british. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'elle elle a un accent british alors que c'est supposé être la sœur de Buzz Aldrin qui est américain. Bah ouais, c'est vrai. Et donc, cet extrait-là de la sœur de Buzz Aldrin, il est toujours entre des vraies interviews pour qu'il passe mieux. C'est vrai. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les faux témoins, c'est ceux qui disent les énormités les plus énormes, hein, honnêtement. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, au bout d'un moment, on commence à se douter un petit peu que, en fait, tous les gens qui disent des trucs énormes dans ce documentaire, ils ont tous un nom qui rappelle un personnage fictif. Avec une mention particulière pour Dimitri Mafley, donc soi-disant ancien agent du KGB, donc qui est censé représenter pour le coup la Russie, parce que Vernon Walter a dit justement que si jamais on avait truqué la Lune, l'URSS l'aurait dit, l'aurait dénoncé, parce qu'ils avaient des moyens de le savoir. Et justement, à partir de ce moment-là, le réalisateur se dit dans le montage, faut mettre un russe quand même pour la balance, et en fait il met dans la bouche de ce russe mais absolument toutes les théories complotistes sur le tournage sur les premiers pas sur la Lune, donc les erreurs les soi-disant erreurs de projecteurs dans le champ, des ombres portées, etc. Enfin voilà, tous les fameux arguments qui soi-disant démontrerait ça, ça sort vraiment de sa bouche, quoi. Et c'est assez drôle parce que quand on voit le documentaire en connaissant cet argument-là, enfin, on voit vraiment que ce personnage-là, c'est vraiment le partisan du complotisme, enfin, des complotistes de tout poil, quoi. Donc ouais, effectivement, c'est vraiment dans ces personnages-là c'est dans la bouche de ces personnages-là qui met les plus grosses énormités. Et pour juste en citer une autre, c'est dans la bouche de F. Kendall, donc la secrétaire de Nixon, qui elle, bon, par rapport à la théorie du sandwich que vous êtes en train de dire, donc est entre tous les autres conseillers de la Maison Blanche, et c'est elle qui balance l'énormité, en fait, comme quoi il y aurait eu une proposition de tourner les premiers pas en studio. Mais il y a qu'elle qui le dit, les autres ils disent absolument rien là-dessus, oui, quoi. Et bien c'est assez sûr. hallucinant de comment ça marche dans notre cerveau, sur comment en fait on raccroche ça à une narration. Et qu'en fait, étant donné qu'on prend tout pour, entre guillemets, pour vrai, bah, ça découle tout seul, quoi. On s'en rend même pas Et puis, compte. elle est sur un décor de bois qui est sculpté d'une manière assez impressionnante. Il y a un truc imposant, moi, je trouve, dans cette scène avec la secrétaire, au niveau visuel. Moi, il y a un truc qui m'a évoqué le château, qui m'a évoqué un sentiment de puissance. C'est comme ça que je l'ai senti, ce décor en bois, là. Mhm. Vas-y, Adeline, on te laisse continuer. Bah non, mais c'est hyper intéressant de donner des exemples du coup du film. Là, il y en a pas dans Opération Lune, non, mais c'est par exemple donner des statuts importants et trompeurs à certaines personnes. Par exemple, Trucmuche, ancien dirigeant de ceci, cela, alors que pas du tout, ou alors expert de je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout un expert, pour rendre l'opinion des gens importants. Ouais, Tu donc vois ça, il le fait. Oui, l'argument d'autorité. Ouais. Ça, Mais il le non, fait, tout surtout avec l'ancien agent du KGB, donc soi-disant qu'il a la parole du KGB, donc ouais, il mais là saurait c'est quelque un chose. Donc, comédien, effectivement. c'est pas une personne qui donne vraiment son opinion, tu vois. Ah, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, alors. Parfois, tu peux avoir un vrai interview dans un documentaire d'une personne et on lui donne un super statut alors que c'est monsieur ou madame tout le monde. Tu vois? Pour donner du Ah crédit oui, à son d'accord. opinion. Voilà.
Oui, oui, Euh, d'accord. Mais la personne n'est pas un comédien ou une comédienne dans ce cas-là. Ok, ouais, d'accord, je voilà, c'est comprends. ça. Effectivement, c'est pas le cas du tout ici. Dans le détournement, on vient de le dire, hein, la mise en parallèle d'images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres grâce au montage alterné ou au faux raccord. Donc là, on était en train d'évoquer la scène où ils sont, je crois, 5. On a l'impression qu'ils parlent entre eux alors qu'ils sont pas du tout dans la même pièce. Donc avec Je la dirais presque qu'ils sont secrétaire bourrés Elfonda. d'ailleurs. C'est vrai, elle est un Bah, peu franchement, on bizarre. dirait vraiment ils sont bourrés, ils sont tous en train de rigoler, etc. Si, il y a quand même une partie du montage qui marche bien, c'est-à-dire la discussion entre les deux là, où ça marche presque. Mais en fait, ce qui marche pas en fait dans le montage, c'est que même en suspendant notre crédulité, c'est compliqué d'imaginer qu'il y a une pièce qui regroupe autant de fonds différents. Il n'y a pas du tout de cohésion au niveau des fonds, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau du dialogue, au niveau d'un des dialogues justement qu'ils ont les deux personnes, ça marche plutôt pas trop mal. Même au niveau des raccords regards, ça marchait plutôt pas trop mal. Raccord regard, ça marche bien. Les interpellations entre les uns et les autres, ça marche bien. Mais il n'y a aucun plan d'ensemble. On ne les voit jamais Ouais. tous en même temps. Et ça, c'est quand même parce que même pour faire des transitions dans une interview et tout, il y a cette technique qui consiste à de temps en temps faire une vue d'ensemble pour justement que le spectateur se mette une idée dans la tête de l'endroit, du contexte dans lequel ça se passe. Et là, on a à la fois les fonds très différents. On nous demande de penser qu'ils sont dans la même pièce, mais moi, je n'y arrive pas. Juste au Même parce niveau que du tu as raccord l'habitude. regard pour les. Ouais. Oui, il y a ça aussi, ouais. Et puis non, mais et puis c'est vrai, c'est surtout que quand on le sait, et quand on est vraiment dans le documentaire, quand je dis on n'a pas la distance critique, et puis même ce genre de truc, ça peut passer. Et c'est vrai on pardonne beaucoup plus de choses quand on est dedans et qu'on y croit, quoi. C'est-à-dire on est plus critique dans ce documentaire, la première fois qu'on le regarde en tout cas. Mais Et dans, oui, juste pour préciser un petit truc sur les raccords regard, donc pour les gens qui nous écouteraient, qui n'ont pas vraiment cette notion-là de cinéma. C'est ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. C'est-à-dire que si vous mettez deux personnages qui se parlent l'un en face de l'autre, vous tracez un trait reliant les deux personnages, et si vous mettez la caméra d'un côté, vous ne la faites pas passer de l'autre côté du trait. Ce qui fait que quand vous filmez les personnages, il y en a un qui regarde vers la gauche du cadre et un autre qui regarde vers la droite du cadre, ce qui fait que quand on fait un montage entre les deux, ça fait en fait ce qu'on appelle un champ contre champ. Globalement, et ce qui fait qu'on a l'impression que les personnages se regardent. Si vous franchissez la règle des 180 degrés, on n'a plus l'impression que les personnages se regardent. C'est un basique du montage, mais disons que voilà, c'est aussi quand on sait manipuler ça, on peut aussi, manipuler le montage en faisant des faux champ contre champ, en faisant croire que les personnages sont dans la même pièce alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, juste pour préciser ça. Ah, tu pardon. l'expliques très bien, Vivien. Ah ouais, merci, parce que je me suis dit c'est un peu abstrait, mais bon, on verra bien. Et non, mais pour faire un exemple, pour remettre une couche, quand on connaît cette technique, on le voit quand c'est mal fait. Par exemple, les personnes qui sont interviewées et qui regardent directement la caméra, c'est un truc qu'on fait rarement si vraiment on sait ce qu'on veut faire, parce que la question dont tu dis, elle marche aussi si la caméra est le personnage. C'est-à-dire qu'on va placer l'intervieweur à droite de la caméra ou à gauche de la caméra, et on va utiliser la technique dont tu parles. Quand je dis que le personnage est la caméra, c'est parce que l'intervieweur, on ne le voit pas. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, le raccord, le regard direct, mince, qu'on appelle ça, j'ai perdu le nom. Regard En- caméra. Le regard Le regard caméra, caméra, en effectivement, interview, tout simplement. ça marche très mal. Enfin, moi, je trouve. Oui, c'est Ouais. ça. Bah, disons que le regard caméra, c'est vraiment un procédé très particulier où on s'adresse directement à la personne qui regarde. Donc, généralement, dans un documentaire, vu qu'on essaye de mettre une distance entre les personnes qui parlent et les personnes qui regardent, c'est un procédé qu'on utilise rarement. C'est un procédé qu'on utilise dans le cinéma, globalement, d'une manière assez artistique, pour interpeller directement, généralement, le spectateur. Mais après, il y a plein d'autres utilisations. Et après, c'est un truc aussi qui est parfois utilisé en télévision. Mais ça, c'est plutôt, on va dire, quand les journalistes nous parlent directement, donc le journal télévisé, etc. Donc là, c'est généralement comme ça que ça marche. Ou dans des émissions politiques, alors là, des fois, c'est les politiques qui s'adressent directement à la caméra pour interpeller directement le spectateur dans ce qu'ils ont à dire. Mais effectivement, bon, ça, c'est un procédé qui n'est pas utilisé là. C'est l'idée du présentateur. Un présentateur va faire des regards cam. C'est son rôle, parce que lui va s'adresser directement au spectateur. Voilà. Et vu que vous expliquez super bien, j'arrive ensuite avec l'effet Kuleshov, Oh là là.
s'il faut expliquer, parce que c'est assez présent dans ce genre de documentaire, puisqu'on utilise des images, souvent des images d'archives, prises un peu partout. On les met ensemble pour créer des effets qui marchent aussi pour la dramatisation du documentaire. Et ça fait dire aux images des choses et ça crée des émotions aussi pour le spectateur. Est-ce que tu veux expliquer l'effet Kuleshov, Vivien? Tout à fait, Adeline. Je vais t'expliquer l'effet Kuleshov. Je fais très mal, Jamie. C'est très très mauvais. Mais vous allez voir, l'effet Kuleshov, c'est pas sorcier. Tout simplement, c'est un effet de montage, on va voir si j'explique bien, qui a été découvert par le chercheur russe, je crois que c'est un chercheur, donc Kuleshov, je me rappelle plus de son prénom, qui en fait, en mettant l'image, un plan d'un homme qui regarde en champ, je crois bien, donc c'est le même plan, et ce plan-là, il va le mettre à côté d'un plan d'un bébé dans un landau, à côté d'un plan d'une tarte, et à côté d'un plan d'une personne décédée. Et en fait, le principe de l'effet Kuleshov, c'est de montrer qu'en fait, l'émotion qu'on va attribuer à cette personne, qui est purement sans émotion en fait, à cet homme-là, va changer en fonction de à côté de quel plan on le met. Ce qui fait que si on met le plan de l'homme et ensuite le plan du landau, on va y voir plutôt une émotion d'amour, d'attendrissement, etc. Si on met le plan de cet homme-là avec le plan de la tarte, on va avoir l'impression, cette émotion plutôt d'avoir envie de manger la tarte chez cette personne-là, la faim, l'envie, etc. Et si on met la personne morte donc à côté, dans le cadavre, on va avoir plutôt l'impression d'y voir une émotion de tristesse, voilà, donc de deuil, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment on fait un montage, on peut donner aux images une signification différente en fonction de comment en fait le spectateur va la lire. Globalement, voilà. Exactement. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Si, très bien. Et suscite également de l'empathie parfois pour le spectateur. Par exemple, si tu mets une image de nazi à côté d'une image d'enfant, ça n'aura pas le même impact que si tu mets une image d'enfant à côté d'une image de fleurs. Oui. Parce que en fait, on est fait comme ça. Hein, puis c'est le but du cinéma, c'est on crée des liens entre les images. Et oui, puis on est chargé de préjugés, on est chargé de bien sûr. Voilà, de notre lecture du monde, elle est totalement ancrée donc dans des processus psychosociaux, etc. Sur lesquels on va pas rentrer particulièrement, mais enfin voilà, donc les préjugés, etc. Ça rentre vachement aussi là-dedans. Sur la manière dont on va voir les personnes, on va directement avoir une idée de ce qui peut se passer. Et effectivement, donc en mettant deux idées l'une à côté de l'autre, bah, ça donne une autre idée. Et effectivement, ça change le sens des images en elles-mêmes qu'elles portent pas en fait en elles-mêmes. Parce que les images, c'est pas un document, ça se lit en fait. Et on a toujours un regard subjectif sur les images. Bah, en fait, moi, je trouve que la définition est assez explicite. Donc, l'effet Kuleshov, K-O-U-L-E-T-C-H-O-F, c'est quand la succession de deux images produit un effet qu'aucune des deux images n'aurait pu déclencher seule. C'est-à-dire que, pour reprendre ton exemple, si on regarde l'image de la mort, elle nous déclencherait une émotion, mais si on l'associe à une autre image, ça nous déclenche une émotion. Et si cette autre image, on la regarde seule, ça nous déclencherait une autre émotion. Exactement. Si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait. C'est juste la définition. Et je rajoute à ce genre de procédé de montage le principe d'émergence. Donc là, c'est un peu du même type, c'est-à-dire 1 + 1 = 3. À savoir que deux images vont créer une troisième image qui, elle, sera une image mentale. Et on peut trouver ça aussi, des effets de montage comme ça, dans ce genre de documentaire. Ailleurs aussi, évidemment, mais je sais pas s'il y a des exemples d'Opération Lune sur le principe d'émergence. Mais si, par exemple, il y a des images sur la Lune d'Apollo 16, je crois. Et du coup, on les attribue de manière indue à Apollo 11, alors que c'est pas du tout Apollo 11. Et ce genre de trucs comme ça, on se crée des images dans la tête qui n'existent même pas dans le montage du film. Mais la succession des images fait qu'on a cru voir une image qui n'est même pas présente. Je sais pas si c'est très... Non, là, je vois pas l'exemple particulier de ça. Mais même en fait sur l'effet Kuleshov, je suis en train de chercher un exemple particulier dans le film et j'en trouve pas forcément. Mais après, c'est des effets de montage qui sont assez subtils aussi. Hein. Mais ça, c'est des effets de montage qu'on trouve
C'est pour ça que je disais c'est en globalité pour les documentaires. Et bah, même dans n'importe quel film, de toute façon. Un peu moisi, voilà. Ou dans la fiction, etc. Mais c'est des effets sur lesquels vont miser ceux qui font les documentaires pour créer ce qu'ils ont envie de créer. Et étayer leur Je pense aussi que des fois, il y a pas mal de. Un effet Kuleshov, c'est un effet qui se produit de toute façon à partir du moment où il y a deux plans l'un à côté de l'autre, je pense. J'aurais tendance à penser ça en tout cas, c'est-à-dire qu'on lit forcément une image par rapport à l'image qui la suit, etc. Donc c'est un effet qui est tout le temps présent. Après, on peut le renforcer plus ou moins en travaillant les plans qu'on met les uns à côté des autres. Mais je pense surtout que les effets Kuleshov, ils marchent pas mal avec les images d'illustration. C'est surtout sur les images d'illustration où il met vraiment n'importe quoi Enfin, franchement, il y a ce truc-là, enfin, à la fin, avec l'assassinat, avec tous les Pères Noël et tout, enfin, il y a des trucs, mais, des trucs, c'est vraiment, mais, c'est lunaire, quoi, mais finalement, quand t'es dans le film, tu vas voir, voilà, enfin, si, c'est peut-être un exemple d'effet Kuleshov, c'est-à-dire que dans le film, t'es tellement parti dans l'idée de la conspiration, et dans l'idée que voilà, c'est la CIA qui tue, que tu peux imaginer que les Pères Noël, c'est des gens de la CIA qui sont déguisés, etc., qui ont assassiné le mec qui est par terre, quoi. Voilà comment ça marche, l'effet Kuleshov. Alors qu'à la base, c'est juste des Pères Noël autour d'un mec qui est par terre, quoi. Et voilà comment on va le lire avec l'effet Kuleshov. Voilà, bon, je pense que c'est un bon exemple pour le coup avec cette image-là. Et en théorie, il est mort dans un incendie et on voit un mec à terre qui a pas l'air d'être mort dans un incendie et qui est entouré de Père Noël. Mais juste après, on te parle d'un mec qui est mort noyé et t'as un plan quand même qui est magistral avec un gars qui balance un chien dans un lac, quoi. C'est dans le mec, il est censé être noyé dans une piscine en plus. Oui, voilà. C'est devenu un mème, ça d'ailleurs, non? Le truc du lancer de chien. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est devenu un mème, non? Ah, toi, JB, pourtant, t'es l'expert des mèmes. Moi, je suis sûr d'avoir vu en mème ce truc-là. Non, ça me dit rien. Donc là, on était dans détournement et je finis ma partie détournement avec les langues que personne ne comprend. Ça arrive très très souvent dans les documentaires moisis. Bon là, évidemment, hein, moi, celui qui m'a le plus fait rire dans Opération Lune, c'est le rabbin. Hein. Ah oui. Parce que je sais pas quelle langue il parle, si c'est yiddish ou allemand, j'ai pas réussi à trouver. Hébreu. Mais à un moment, on entend le mot Bronx. Et du coup, ça passe. Non, et puis, enfin, t'as le truc acédique. Moi, je reviens là-dessus parce que le truc des acédiques, moi, ça me fait toujours hurler de rire, quoi. Ça a été poissé aux acédiques. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, William Carell, juste par rapport à cette blague-là, il disait qu'en Allemagne, ils ont même pas réussi à le traduire, quoi, tellement c'était. c'est vraiment très franco-français, donc ils ont même pas cherché. Ils ont cherché à le traduire, disons, ils ont pas réussi, donc sur le coup, je sais même pas ce qu'ils ont fait, quoi, mais. Voilà, c'était la petite anecdote par rapport à la blague sur les acédiques. Et puis après, sur le coup, t'as tous les discours sur sur la modification des discours sur les discours laotiens. Ah oui. Et là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que. Vietnamien. Non, lui, il dit que c'est laotien. C'est ouais du Laos. Et ils sont censés parler de la culture du. Alors oui, parce qu'ils sont censés être au Vietnam, mais en plus, c'est même pas au Vietnam, c'est au Laos. Mais c'est des Laotiens. Et ils sont censés parler de la culture du maïs ou du riz, quoi, justement, et il leur fait dire mais n'importe quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est quand même le moment où ils disent qu'ils ont réussi à trouver les Américains malgré leur déguisement parfait de Vietnamiens. Ils ont réussi à découvrir c'était des Américains, surtout parce que le chef était noir, quoi. Là, tu fais, c'est complètement lunaire c'est complètement lunaire comme truc, mais enfin voilà, il y en a, ils arrivent jusque là en y croyant, quoi. Mais quand t'es dans le film, c'est assez ouf, quoi. Là, c'était ma partie dramatisation. Parce que c'est quand même le but de ce genre de documentaire, c'est un peu faire peur quand même, la plupart du temps. Donc on va utiliser une musique anxiogène. Un montage rapide, ça on l'a déjà dit. Parfois on n'a même pas le temps de voir ce qui se passe à l'écran. C'est un flux. Par exemple, quand il y en a un qui se fait tirer dessus, là, un informateur ou quelqu'un qui a lâché une information qui se fait tirer dessus, on le voit tout, ça dure 3 secondes maximum. On voit un mec marcher, mener le fusil, puis il tire. On n'a pas le temps de réfléchir à autre chose. On nous enchaîne sur un autre truc directement. Grave. Je crois que c'est pas une image de chasseur. Oui, c'est très étrange. Et ils disent oui, et ils ont filmé l'assassinat. La CIA a filmé l'assassinat parce qu'il parlait trop ou je ne sais quoi. Oui. Alors qu'on voit même pas l'assassinat, quoi, pour le coup. On voit rien du tout. Non, et puis pourquoi la CIA garderait des preuves de faire un truc comme ça? Sérieusement, ça tient pas la route. Justement, dans le montage rapide, souvent on utilise plus une profusion d'images avec un rythme très soutenu, plutôt que d'expliquer le sujet. On balance plein d'images comme ça, et
presque parfois ça suffit comme explication, mais du coup, vu qu'on voit pas les images et qu'on n'a pas l'explication, c'est juste un truc qui passe devant nous. Je voulais insister sur un autre point aussi qui est souvent utilisé et beaucoup, beaucoup trop dans les documentaires qu'on peut voir à la télévision, et pas que les documentaires moisis, mais tout un tas de documentaires, c'est l'emploi d'images de reconstitution. Parce que là, on rentre carrément dans le domaine de la fiction. C'est une forte interprétation de la part des comédiens qui jouent et puis de ceux qui les mettent en scène. Et ça crée de la romance. Sur un fait, par exemple, quand tu as des documentaires sur une enquête de police sur un meurtre, ils te font une reconstitution. En général, en plus, c'est très mal fait. Et ça suffit comme preuve. Moi, c'est... Oui, c'est suffit pour être anxiogène. Mais généralement, ils le mettent quand c'est des images d'illustration maintenant. En France. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la loi les oblige à le mettre. Et justement, si c'est pas marqué, c'est que ça cache quelque chose. Tu as bien raison de signifier ça, ouais. Je crois qu'en France, ils sont obligés de le noter, mais effectivement, sur n'importe quel documentaire hors France, c'est pas écrit. Et la reconstitution, ça c'est pas cher. Maintenant, dans les documentaires historiques, t'as que ça. Des reconstitutions. Voilà, donc en fait, c'est des films de fiction. Ils te font passer ça pour un documentaire, mais on est plus dans la fiction que le documentaire. Oui, et puis disons qu'il n'y a pas la distance par rapport à la reconstitution comme on pourrait avoir avec des reconstitutions actuelles médiévales en disant voilà, ceci est une reconstitution, vous voyez comment c'est par exemple ce que faisait, pour le coup on parlait tout à l'heure, enfin C'est pas sorcier, c'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs de leurs émissions sur l'histoire, c'est-à-dire ils ont été voir des gens qui font des reconstitutions, ils ont bien, ils font de la reconstitution, etc. Et voilà comment on peut imaginer en mettant des documents pour le coup plutôt d'époque. Et ils ont jamais fait ce pari-là d'aller tourner des reconstitutions. Et c'est vrai que la plupart des films aujourd'hui utilisent ça, si en plus ils piquent pas des images à carrément des films de fiction, quoi. Mais grave, mais carrément. Donc là, tu te dis quand même, on se fie qu'à une voix qui parle. Les images, ça montre rien. Enfin, c'est un peu... voilà. Donc déjà, quand il y a des images de reconstitution dans un documentaire, déjà, bon, ça dépend, quoi. Ça dépend de quoi d'autre c'est entouré dans le documentaire. Parce que si c'est une petite partie du documentaire, ça pose pas de problème, mais si c'est 90% du documentaire, bon, voilà. Et c'est tout ce que William Carell dit d'ailleurs dans ses interventions, c'est-à-dire notamment dans son intervention là qui est disponible sur Canal U lorsqu'il est en amphi, où il explique vraiment qu'il dit aux gens vraiment pour les documentaires télé, coupez le son et regardez si ça a du sens sans son. Oui. Et globalement, ça n'a jamais de sens, quoi. C'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi ça parle vraiment, on comprend rien, ça n'a pas de sens en soi. En fait, c'est vraiment, en fait, on met juste des images d'illustration et on met juste en fait des gens qui parlent dessus pour donner un sens à tout ça, quoi. Mais globalement, c'est le discours qui fait tout. Alors ça, je pars sur un autre débat là, mais c'est ce qui a été énormément reproché au documentaire Apocalypse, par exemple. Alors là, c'est dans un autre truc, parce que ça utilise des images d'archives, mais des images d'archives totalement montées. Et là, l'effet Kuleshov, il est pire que tout, quoi. C'est-à-dire qu'on met des images d'archives qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres pour créer une fiction, en fait. Et une fiction qui se base uniquement sur la voix du narrateur, quoi. Ce qui fait qu'il y a des choses totalement aberrantes, en fait, sur l'utilisation de l'archive, en tout cas, dans les documentaires Apocalypse. Donc voilà. Apocalypse, les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, si je me Alors, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, sur Hitler, sur Staline, sur la guerre froide. Je crois qu'ils ont tout fait. Ah, d'accord. Il y en a plein. Ils ont jamais... Et malgré les critiques d'historiens, ils ont jamais changé leur procédé, quoi. Ils ont toujours continué à faire ce procédé-là, avec donc toujours, enfin voilà, vu qu'on parle, il y a toujours la musique derrière, comme tu l'as dit, Adeline, avec la musique stressante, etc. Bien que moi, je trouve que dans Opération Lune, c'est encore très léger, ils auraient pu appuyer beaucoup plus là-dessus, ils l'ont pas trop fait. Contrairement, par exemple, à Hold Up, où là, Hold Up, moi, j'ai même été chercher la musique de Hold Up, tellement j'ai trouvé génial, quoi. Mais généralement, tu vois, dans Opération Lune, on entend un peu les musiques de fond, quoi. Mais les musiques de Hold Up, moi, je me dis, putain, si un jour tu fais un court-métrage, etc., c'est bien de les avoir, quoi, elles sont pas mal. Mais pour faire un court-métrage ou pour faire autre chose, quoi, pas pour mettre dans un documentaire, quoi. Et donc voilà, Apocalypse utilise ça aussi, et Apocalypse utilise le procédé aussi de la voix extrêmement grave,
poser pour te dire voilà ce que tu regardes c'est grave, etc. Et puis on va te mettre de la couleur quand même au cas où parce que voilà c'est des images d'archives mais quand même les gens ils aiment pas regarder du noir et blanc donc on va mettre de la couleur quoi. Désolé c'est bon j'ai fini de cracher sur Apocalypse et à mon avis j'y reviendrai un jour en beaucoup plus méchant mais voilà c'est mon côté historien qui revient en galop. C'est marrant que tu parles d'Apocalypse parce que eux, ils jouent aussi vachement sur un truc, c'est le zoom dans l'image. Souvent, c'est des images arrêtées parce que c'est des photos. Si c'est un événement qui est assez ancien, il y a quasiment que des photos. En général, ils prennent la photo et ils te font un gros zoom dans l'image, hyper stressant pour bien montrer que c'est ça qui est important et qu'il y a quelque chose à scruter, à creuser. Donc ça, pour moi, ça participe à la dramatisation. Il y a ça dans Opération Lune. Pour mettre du mouvement, bien sûr. parce que voilà, il faut, comme on disait, il faut sans cesse pas réfléchir, donc il faut tout le temps donner des mouvements. Si tu fais un peu, sinon ça fait trop diaporama photo, quoi. Ouais, et c'est assez exécrable ce genre de zoom dans l'image comme ça. Et je crois qu'ils le font sur la soi-disant photo de Kubrick au sol. Oui, ils le font là, oui. Et puis alors celui-là il est long, hein. Et c'est sur un truc, en plus c'est un trucage. C'est ce qu'il disait William Carey, c'est le seul trucage de tout le film. C'est le seul trucage de tout le film. Avec la musique de 2001 derrière. En plus, oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que l'histoire des couleurs du drapeau, je l'ai trouvé vraiment trop coloré, le drapeau. Je me suis dit, ce drapeau-là, hyper coloré, il sort un peu de l'image. En plus, le drapeau, lui aussi, est en image zoomée comme ça. Regardez bien le drapeau, c'est ça qu'il faut voir. Ouais. Et donc, avant-dernière partie qui est très très courte, c'est l'angle évidemment du documentaire auquel il faut s'intéresser. Travestissement de la réalité, perte de neutralité face au sujet, pas de mise en perspective ou de contradiction face à la thèse opposée. Donc, dans Opération Lune, on est dedans. Si, enfin, t'as Vernon Walter qui est la parole un peu qui dit l'inverse quelquefois. C'est-à-dire, par exemple, quand ils disent tout leur truc comme quoi les Russes l'auraient su si les images étaient fausses. Bien sûr que je précise quand même au cas où que le film n'a jamais défendu la thèse comme quoi l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, mais uniquement que les images n'étaient pas les vraies images. C'est le seul truc que le film défend. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont fait venir le faux témoignage du Russe. Donc Vernon Walter en fait est un peu celui qui des fois prend le contre-coup. Il y a l'astronaute aussi. Alors c'est je crois que c'est Hoffman qui dit ben non mais bien sûr qu'on a marché sur la Lune, bien sûr qu'on a entendu parler de ces théories, mais bien sûr que ça a jamais eu lieu. Il y en a 2-3 comme ça qui à un moment justement défendent la théorie adverse. Mais effectivement sur comment est fait le montage en fait, ça les montre comme étant des défenseurs en fait on va dire de la théorie officielle et donc sur quoi ils ont aucune crédibilité. Ouais. Et t'as l'impression qu'ils mentent. Mais c'est incroyable. Oui bah oui voilà exactement alors qu'ils mentent pas du tout. Oui. Et évidemment, quelque chose qui caractérise ce genre de documentaire moisi, c'est la thèse intrigante qui va à l'encontre de l'officiel. Mais bon, ça, c'est vraiment juste... on le sait, quoi. Sinon, c'est pas un film de propagande ou complotiste. Et pour finir, une dernière partie, c'est sur le discours. Et c'est peut-être au final le plus important. Alors, c'est moins du domaine du montage, mais c'est la voix off, très assurée. En général, on prend une voix masculine avec un timbre assez grave, qui est omniprésente, qui coupe la parole aux interviewés et qui crée un système de domination sur le documentaire, sur les images et tout ce qui s'y passe. Et ça on le retrouve dans tous les documentaires de type complotiste, sectaire, etc. Mathieu Kassovitz dans Apocalypse. Il y revient. Le guide, quoi. C'est la personne qui te guide, que tu écoutes. Il y a un passage que j'ai trouvé très marrant par rapport à la voix off, c'est ça parle de le moment où les Russes commencent à monter en puissance et puis ils vont sûrement aller sur la Lune avant les Américains. Et t'entends la voix off qui dit à ce moment-là, aux États-Unis, aller sur la conquête spatiale devient la priorité des priorités. Et là, il y a un plan sur Vernon Walters, là, l'ancien directeur de la CIA, qui fait ah mais c'était absolument pas la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'était l'armée, les militaires et tout. Et reprendre la formule comme ça avec la voix off, j'ai trouvé ça très marrant. Puis du coup, il contrecarre. En fait, il est pas d'accord avec ce que vient de dire la voix off. Et puis en fait, ça montre. Et puis surtout, comme il dit Adeline, ça montre bien qu'en fait, il est dans l'opposition et que sur coup, il se décrit. Enfin, en fait, le montage le décrédibilise, quoi. C'est ça qui est ouf, quoi.
c'est qu'en fait, au lieu de se dire, ah bah oui, il a un autre avis, donc ce serait sympa de l'entendre, en fait, bah non, en fait, il est directement mis dans les adversaires, etc., ceux qu'il faut pas écouter, quoi. Puis de toute façon, le montage ne le laisse pas du tout développer une pensée, quoi. Et à propos, petite parenthèse à propos de Vernon Walters, moi j'étais persuadé que c'était un acteur, parce que le gars déjà, Pareil. il est directeur de la CIA, il parle un français impeccable. Alors je dis pas, hein, il y a des Américains qui parlent un français impeccable, mais ça court pas les rues, quoi. C'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, comme disait Jean Gabin. Et ouais, et le fait qu'il soit mort juste après l'interview, je me suis dit, bon, ok, il a peut-être déjà existé, c'est peut-être. Il a fallu que je tape son nom pour être sûr que c'était un vrai personnage et que son CV n'était pas faux en fait. Et il est vraiment mort le lendemain. Enfin, ça m'a retourné le cerveau, le fait qu'il soit vraiment mort le lendemain de l'interview qu'il avait donnée pour le documentaire en fait. Enfin, 8 jours après. Oui, une genre de semaine après. Oui. 8 jours après? Ah, je croyais Ouais. que c'était le lendemain, autant pour moi. Disons que il me semble que dans ce truc de Rambobina, ils disent ça, mais il me semble que c'était pas exactement le lendemain, mais c'est vrai que dans l'interview, il me semble qu'ils disent ça. En géologique, hein, c'est juste après, hein, c'est vraiment le lendemain. Oui. Moi, j'ai eu le même réflexe que toi, JB. Je pensais que c'était un acteur aussi par rapport à la langue française, et puis par rapport à son propos justement, comme il était contre et tout, je me disais c'est un peu bizarre qu'il soit contre. Il y a un truc bizarre. Et il a fallu bien que je cherche quelques photos pour voir si c'était vraiment lui, hein, pour bien vérifier. Alors moi par contre il y a une question que je me pose et on en a parlé au début de l'émission, c'est le fait que les personnes qui ont été interviewées pour le documentaire, et quand on enlève les acteurs, bah en fait finalement il n'en reste pas des caisses, ne sont pas prévenus de ce que ça va présenter comme thèse le documentaire en fait, que ça va être un faux documentaire. Éthiquement c'est pas génial, enfin je trouve, et moi, se pose la question de quelqu'un qui a participé au documentaire et qui est décédé, et on va sortir le documentaire après sa mort. Et là, je me demande, bah, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait pensé de son vivant, ce monsieur, qui soit dans un documentaire qui est une sorte de blague, en fait. Je sais pas. Éthiquement, c'est un débat. Ouais, après, je je trouve que trouve. c'est pas gênant parce que pour le coup, à la fin, on montre bien que ça a été détourné, etc. Enfin, comment dire, le bêtisier à la fin du film montre bien que le film est une grosse blague, etc. Je pense que ça ne salit, entre guillemets, ça ne salit pas leur mémoire parce qu'on avoue qu'on a détourné ça. Et non, et puis effectivement, donc les personnes qui sont encore vivantes, qui ont participé aux interviews pour ce film-là, c'est-à-dire pour Opération Lune, comme Christian Kubrick et Jan Erland, donc sur le coup j'ai bien dit elle, il n'y a pas de souci pour elle. Pour lui, c'est un peu plus compliqué par la suite. Sauf qu'apparemment, je crois qu'il a jamais retiré son droit à l'image, etc. Enfin, il aurait peut-être pu faire un peu plus chier le film que ça. Alors que toutes les autres interviews ont été faites dans un autre cadre qu'Opération Lune, pour le coup. Donc bon, après oui, effectivement, éthiquement, je pense que juridiquement ils sont bons de toute façon. Après éthiquement, moi de mon point de vue, je pense que vu que c'est révélé à la fin, ça pose pas plus problème que ça. Alors, Ouais, c'est pas, juste, je rebondis, c'est révélé à la fin, mais William Carell, là, dans Robobina, il est le premier à dire qu'il trouve ça dramatique que soit son documentaire ait mal été compris, ou soit surtout qu'il ait été tronqué, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des vidéos complotistes qui disent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. En fait, il y a des extraits qui sont encore aujourd'hui, enfin, c'est un truc un peu connu autour du documentaire, qu'il y a des extraits qui sont extraits de leur contexte et qui sont utilisés comme soi-disant preuve que des hauts dignitaires américains savaient que c'était pas les vraies images de l'alunissage, quoi. alors, c'est là où pour moi, la question éthique se trouve. La question éthique de savoir ce que la personne est morte, ce qu'elle en aurait pensé, pour moi, elle n'est pas si importante que ça, parce que finalement, elle est morte. Donc, quoi qu'elle en pense, elle n'en pense pas, en fait. Donc, moi, la question éthique au niveau c'est vrai que c'est révélé à la fin, Vivien, on est d'accord, parce que toi, moi, toutes les personnes présentes là et certaines personnes regardent les choses jusqu'au bout. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne regardent pas jusqu'au bout. Et il faut savoir que ce documentaire a été diffusé sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. La fin était coupée. La révélation était coupée. Donc, il y a énormément de gens qui ont vu ce documentaire et qui n'ont pas la révélation, en fait. Et donc, moi, quelque part, ça me pose je suis très partagé parce que je me dis, j'ai fait un film un peu comme ça.
justement, où il y a une révélation à la fin et tout. Et c'est vrai que c'est délicat comme question, parce que je vais dire récemment, parce que c'est une personne avec qui j'ai pas eu des contacts depuis longtemps, mais on va dire dans les 6 derniers mois, j'ai eu affaire à une complotiste du canular lunaire. Eh bien, Vivien, je t'assure qu'elle m'a sorti tous les arguments du documentaire de William Carell. Et alors, tous tu les te arguments. trompes parce que les arguments de William Carell, justement, sortent. Enfin, je sais pas, ça dépend de quels arguments tu parles, mais William Carell, ça a beaucoup pris aussi des arguments complotistes. Donc, c'est pas William Carell qui les a inventés, Oui, mais si tu veux. le film. Non, mais d'accord, mais le film est basé sur le fait que moi, quand je dis tous les arguments, oui, excuse-moi, c'est un argument parce qu'en fait, ce film, il est basé autour de une question. En réalité, c'est la création du film de Stanley Kubrick. Et ça, si tu l'écoutes, si tu écoutes un petit peu les complotistes qui disent qu'on n'a pas marché sur la Lune, Kubrick va ressortir systématiquement, hein, ou à 95%. Et je crois que Kubrick, ça existait avant le film. Hein. William Carell revient là-dessus. Il dit bien que cette Oui, idée-là mais existait avant même le film et que c'est ça qui lui a donné l'idée. c'est des documentaires américains qui n'ont certainement moins touché le public francophone, qui, je ne sais pas pourquoi, a des grosses difficultés avec le contenu anglais ou quoi, de ce que j'ai remarqué. Donc, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grosse tranche de gens qui utilisent ce documentaire avec cet argument de voilà. Et quand je vois le réalisateur qui, 20 ans après, tu dis qu'il s'offusquait que son documentaire a été repris. Alors pourquoi, quand le présentateur de l'interview lui dit est-ce qu'on révèle ou on révèle pas, il dit ben non, on révèle pas. Alors je sais plus s'il est offusqué ou pas offusqué du coup. Non, alors je trouve que ça a rien à voir parce que là dans le contexte, il le passe à la télé, il sait que, enfin, il a la maîtrise comme tu disais, il sait que la fin va pas être coupée avant la révélation en fait. Mmh. À partir de là, c'est une diffusion à la télé et pas par le biais d'une vidéo YouTube. Je pense qu'il y a plus de gens qui restent jusqu'à la fin. Je suis pas sûr de ça. Ou... Je suis pas sûr de ça. Et puis il y a une intro qui dit qu'il y a un truc à révéler aussi. Au niveau des responsabilités, alors pour moi, les gens n'ont jamais vu le documentaire, ils ont toujours vu des parties du documentaire. Et pour moi, en fait, c'est l'œuvre de quelques personnes qui sont purement des manipulateurs, qui ont vu le documentaire jusqu'au bout et qui, à mon avis, savent très bien que le documentaire dit pas du tout ce qu'il montre. Enfin, ils savent très bien. Sauf que ces personnes-là ont délibérément choisi de manipuler les gens en coupant des extraits et en les mettant sur Internet, en disant précisément que ça démontre le complot lunaire. Et je pense que beaucoup de gens peuvent aussi tomber dans les idées de complot, etc., en regardant en fait uniquement ces extraits-là, sans même savoir, parce que moi j'avais vu des extraits du film sans même savoir que ça venait de là. Sur internet, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens, ils le sortent totalement de leur contexte en disant juste c'est un documentaire sur Arte, on dit pas le nom, on dit pas le réalisateur, on dit pas la date, on dit rien du tout pour pas que les gens puissent retrouver, quoi. Donc c'est de la pure œuvre de manipulation. Donc c'est des gens qui font ça et qui savent très bien ce qu'ils font, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Mais ça, William Carell, il y est absolument pour rien, parce que des images détournées des médias, etc., ou de quoi que ce soit, les gens ils en font sans cesse et tout le temps. Et même si, même des fois des films beaucoup plus, beaucoup plus sérieux dans leur sujet peuvent aussi... On peut trouver aussi des moyens de les détourner pour leur faire dire ce qu'ils veulent pas dire, hein, ce que montre bien William Carell de toute façon, et que voilà, ça sur Internet c'est tout le temps présent, quoi. Donc moi je ne reprocherai pas à William Carell cet aspect complotiste là que des gens en fait des malotrus, pour rester poli, ont décidé de faire, quoi. Donc enfin voilà, quoi. Alors par contre après je suis sûr que William Carell ne pensait pas. Je pense que William Carell ne pensait pas, au moment où il sort son film, que Internet allait prendre une telle ampleur par la suite, que son documentaire... Parce que YouTube n'existait pas au moment de la diffusion du documentaire. YouTube, c'est 2004-2005. Le documentaire était diffusé en 2002, donc il ne pouvait pas le savoir. En fait, je pense que ce qu'il regrette, c'est à quel point, sur les réseaux, son documentaire a pu être utilisé, et pas dans une œuvre d'éducation, en fait, c'est un documentaire qui fait énormément d'éducation à l'image, au montage, qui montre qu'il faut se méfier de ce qu'on regarde, qu'il faut garder le doute aussi méthodique, qu'il faut garder du doute sur ce qu'on regarde, qu'il faut garder l'esprit critique. C'est ça le fond du documentaire. Et c'est totalement détourné pour dire totalement autre chose, quoi. Et ça peut être fait avec n'importe quel autre documentaire, à mon sens. Tout à fait, tout à fait. Mais mon point est de dire que, selon moi, il faut annoncer que c'est un documentaire.
ce truc, il faut l'annoncer. Le côté de la surprise et tout, c'est sympa si tu sais que quelqu'un, si tu sais à qui tu le présentes, quoi. Mais si tu le présentes en masse, il faudrait peut-être, selon moi, enfin, je sais pas, parce que voilà, c'est juste que j'ai traîné avec pas mal de complotistes et ils prennent ce film comme un documentaire qui annonce des faits, hein, honnêtement. Dans ce cas-là, on va se faire flageller. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont commencé le podcast et qui n'ont pas lu la partie la partie avec spoil, quoi. Ils ont été voir le documentaire qui s'arrête au milieu, ils se sont fait putain, c'est génial. En fait, j'ai trouvé la vérité, c'est le complot lunaire, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est un peu exagéré le trait. Ce que je veux dire, c'est que j'exagère un peu le trait et je sais que ça n'est pas la volonté et que un projet peut échapper. Mais voilà, bien rappeler que c'est un documentaire. Carrel, il s'est exprimé à ce sujet. Là, j'ai un article du Parisien où il parle un peu de ça. Je cite, il dit « À l'époque, on ne pensait pas que ce serait dangereux, mais on s'est rendu compte qu'on avait un peu joué avec le feu. » Et il dit plus loin « Aujourd'hui, avec la folie des fake news sur Internet, je ne le referai pas. » Ah, intéressant ça. Ça va dans mon sens. Mais c'est drôle parce que il dit un peu l'inverse là justement dans le documentaire, enfin pas dans le documentaire, dans le programme télé dont vous parliez tout à l'heure avec Patrick Cohen, où justement il déplore le fait qu'il n'y ait plus assez de fake à la télévision et que ce soit plus quelque chose qui soit assez présent pour le coup, parce que alors bon c'est pas le sujet de l'émission, mais dans cette émission donc avec Patrick Cohen, on parle aussi des documents interdits qui pour moi sont beaucoup plus problématiques qu'Opération Lune, quoi. Alors c'est drôle, c'est parce que le réalisateur des documents interdits parle du documentaire de William Carell en disant ah bah c'est quand même un matériau dangereux, etc., à manipuler avec précaution, alors que lui quand même il a fait des séries donc de mini-films soi-disant found footage, donc films trouvés un peu inquiétants sur des phénomènes un peu paranormaux, etc., qui sont jamais montrés comme étant de la fiction. À aucun moment dans le film on montre que c'est de la fiction. Pour moi, ça c'est beaucoup plus problématique. Mais pour moi, les documents interdits ne touchent pas du tout le même sujet. Tu as Opération Lune qui va être positionné comme scientifique, on va dire, que les documents interdits, c'est quand même, on est dans le fantastique là pour moi. C'est moins grave que les gens pensent que, pour citer un exemple, que l'enfant fait de la télékinésie, selon moi. Ça a moins. Enfin, je ferais pas une hiérarchie entre les pensées, mais au niveau du procédé. Alors si, on pourrait dire que les documents interdits n'impliquent pas de personnes réelles. Bon, ça à la limite, mais quand tu fais une recherche sur Internet, tu vois bien. Enfin, quand tu fais un peu de recherche sur Internet après le documentaire, tu vois bien quand même que ces personnes-là n'adhèrent pas du tout à ça. Enfin, que c'est pour ça que c'est un faux documentaire, quoi, que c'est annoncé dès la fin. Alors que les documents interdits, il y en a encore qui y croient. Et puis le réalisateur le dit bien. Il y en a encore toujours des gens qui viennent le voir et disent ah, mais où avez-vous trouvé ces images, quoi. Je pense qu'on fera un jour une émission sur les documentaires interdits, enfin les documents interdits, parce que j'aimerais bien. Moi, je connaissais pas du tout avant de voir l'émission, tu vois, et ça m'a vachement intéressé parce que je trouve que le procédé est vachement intéressant, tu vois. Mais je trouve beaucoup plus problématique pour le coup sur ce sujet-là. C'est une vidéo que j'ai découvert il y a longtemps, les documents interdits, mais qui est assez qui était difficile à trouver à une époque parce que les droits, il me semble, il y a bien le petit message au début qui dit aucune autorisation de quoi que ce soit. Et c'est même de partager. C'est sur quel thème ce film? Sur le paranormal. C'est une série de petits films en fait, soi-disant donc found footage, donc c'est filmé vraiment à la, c'est on va dire entre guillemets mal filmé, c'est filmé à l'amateur, quoi. Et c'est souvent en fait une voix off dessus, mais genre toujours comme tu disais tout à l'heure, c'est une voix off d'une langue qu'on ne connaît pas. Donc souvent c'est du russe, c'est souvent du russe parce que c'est souvent dans le contexte de la guerre froide, etc. Et en fait, t'as la voix off française qui reprend par-dessus, comme si c'était une traduction pure et dure en fait de ce que dit la voix russe. Et en fait, tu vois des choses bizarres en fait. Mais c'est très très intriguant, comme dit Gabriel, on est purement dans le fantastique, mais tu vois, c'est du comment s'appelle déjà ce film c'est du Blair Witch en fait, hein. C'est du Blair Witch en 2-3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Et en disant voilà, c'est un document qu'on a retrouvé, etc. On vous le montre aujourd'hui comme si c'était un document réel, quoi. Alors que c'est de la pure fiction tournée avec des acteurs, etc. Mais c'est extrêmement bien fait. C'est super bien fait. Pareil, la première fois que j'ai vu à une époque où j'étais quand même plus dans la croyance, j'ai eu peur.
il y a certains petits documentaires qui foutent les jetons. Et ce qui est drôle, et puis surtout j'aurais développé un petit peu sur ce côté-là, peut-être avant de passer peut-être un peu à la fin de l'émission. Ce qui est drôle, c'est que William Carell justement dit que par rapport aux documents interdits, lui il s'est fait avoir. Il était persuadé qu'il y avait des trucs réalistes dedans. Oui, j'ai trouvé ça génial. Alors ça étonne Patrick Cohen, mais moi ça m'étonne pas du tout. Et puis William Carell est honnête, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait que en fait on peut totalement y croire. Et puis vu qu'il n'y a pas de il y a pas de, je sais pas si on dit disclaimer à la fin, etc. Enfin, il n'y a pas de choses qui nous prouvent que c'est faux. Bah ouais, on marche, quoi. On y marche vraiment. Et donc, c'était fait dans les années 80, donc bien avant Opération Lune. Et William Carell donc, parle de plusieurs de ses inspirations, qui sont, je trouve, assez intéressantes à citer. Donc, en tout premier, donc, il y a la fameuse émission de la Guerre des Mondes d'Orson Welles, donc, qui est aussi un des très grands canulars radiophoniques, un des plus grands, sans doute connu, même si les effets sont sans doute pas aussi réels qu'on a voulu enfin aussi vrai qu'on a voulu le démontrer. Je pense pas. Apparemment, il n'y aurait pas eu vraiment un vent de panique, mais c'est quand même rentré dans la légende, quoi. Il dit s'inspirer aussi donc des documentaires de Peter Watkins. Donc là, je connais un petit peu moins ce sujet-là, mais aussi. Ouais, ça doit peut-être être ça. Il cite pas vraiment le film en soi. Non, mais il parle du faux documentaire de Peter Watkins qui s'appelle Punishment Park. Je pense que c'est celui-là dont il parle. Je crois que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu celui-là. Toi, tu l'as vu, Adeline? Oui. Et alors? C'est hyper intéressant. C'est un film qui montre des jeunes qui arrivent dans un camp et qui se font tirer dessus. Et il fait croire que c'est pour redresser la jeunesse américaine. Je fais un très gros résumé. C'est vachement inquiétant parce que je pense qu'il y a beaucoup de concitoyens en ce moment qui penseraient que c'est un truc à mettre en place, tu vois. Moi, je l'ai vu ado. En fait, j'ai appris plus tard que c'était un faux documentaire. Pour moi, c'était un film de fiction. C'est pas, comment dire, c'est pas du tout fait de la même manière que Opération Lune. Moi, à aucun moment j'y ai cru. Pour moi, c'était vraiment de la fiction. J'ai pas vu le côté faux documentaire. D'accord, ok. Dans Punishment Park. Alors que si tu l'avais vu, à mon avis, tu aurais été beaucoup plus sage. Je n'ai pas vu ça, mais vous avez attisé ma curiosité. Non, mais il est bien, hein, il est quand même bien. Et puis, il y a un autre film sur lequel il se penche aussi et que j'aime bien. C'est un sort de Battle Royale, pour faire simple. Voilà. Eh ben, ça donne bien envie d'aller voir ça. Et il s'inspire aussi d'un troisième film que moi j'ai vu pour le coup qui s'appelle Capricorn One. Je sais pas si vous l'avez vu. Qui est un film qui revient aussi effectivement sur sur le complot lunaire, mais en fait vu que là c'est un film purement de fiction, hein, c'est pas un faux documentaire ni rien, mais qui déplace en fait ça par rapport à Mars, c'est-à-dire sur les premiers pas sur Mars. Donc ça se passe dans le futur, etc. Et qui montre en fait qu'il y a toujours une guerre froide entre les États-Unis et puis les Russes, et que là sur le coup les États-Unis veulent absolument poser le premier pied sur Mars, et qui en fait montre totalement un complot effectivement pour faire croire qu'ils ont posé le premier pied sur Mars, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc le film reprend tout ça et montre en gros ce que pourrait être un complot là-dessus, ce qui est assez intéressant. Et je pense qu'aussi on en parlera un jour de Capricorn One, parce que c'est vraiment pour le coup de la pure fiction. Donc c'est assez intéressant de voir comment au niveau de la fiction, comment un complot comme ça pourrait vraiment fonctionner. Voilà un petit peu pour les inspirations de William Carell. Est-ce que vous avez peut-être des derniers points avant qu'on conclue l'émission? Moi, j'aurais peut-être une petite orientation à faire parce qu'on n'a pas du tout fait de débunkage sur les théories qui sont dans ce film, et ça a été fait 1000 fois, et on peut parler de Defecator par exemple qui a fait plein de trucs sur les fakes autour des images de sur la Lune. Donc c'est bien de renvoyer, je pense, à sa vidéo notamment qui s'appelle On n'a pas dansé sur la Lune, je crois. Et ça, j'ai pas le. Je ne sais plus, mais je l'ai vu et c'est vrai que je me suis régalé. C'est très bien fait. Et aussi, moi, je conseillerais, parce que j'ai beaucoup pensé à cette série quand j'ai regardé Opération Lune, c'est la mini-série d'HBO de 1998 qui s'appelle From the Earth to the Moon, qui est une série historique et qui retrace la conquête de l'espace et le contexte de la guerre froide. Et c'est un film, c'est de la fiction, mais c'est historique et c'est vraiment bien documenté. Donc si vous voulez des vraies infos sur le sujet. Je veux dire, on parle pas de genre des protections en feuilles d'or pour montrer tout le luxe qu'il y avait. Ah oui, c'est marrant ça.
Il y avait- Ah ouais, ça, franchement, quand j'ai revu ça, je fais, mais non, mais c'est pas vrai de faire croire ça, qu'en fait, on mettait des feuilles en or, tout ça pour montrer qu'il y avait du luxe et tout. Mais ça passe. Et le fait qu'il déplace le pas de tir pour l'avoir en contre-jour, enfin, comme si on pouvait pas déplacer la caméra, etc. Enfin, il y en a quand même des pas mal, quoi. Et ce truc très drôle où il dit il a reproduit exactement la même forme, le pointu en haut, et il dessine une fusée avec les doigts comme si c'était une fusée d'un enfant de 4 ans qui. Je pense qu'il y a une blague derrière ça. Ouais, non, en vérité, il parlait je crois que c'est Jules Verne qui parlait. Il parlait de Jules Verne et du film de Kubrick, je crois, enfin, ou un truc comme ça. Enfin, il parlait vraiment d'un truc beaucoup plus ancien en disant, voilà, il avait vraiment vu ce qui serait une fusée, c'est-à-dire avec un moteur à l'arrière et puis une pointe à l'avant, quoi. Oui, c'est ça. Et Parce que dans le contexte d'Opération Lune, c'est très drôle. Tu te dis, bah, bien sûr que Kubrick, il savait à quoi une fusée ressemblait. C'est logique, il connaît. ah non, puis il y a un truc énorme aussi, c'est, enfin, dans le film qui est quand même assez hallucinant, c'est sur la vie de Michael Collins, donc qui est le troisième astronaute qui n'est pas descendu sur la Lune, comme quoi il aurait disparu peu après d'être revenu, et puis Armstrong qui serait rentré dans un monastère. Et ça, c'est quand même des trucs assez ouf qui sont avancés. Et c'est vrai que c'est pas du tout des trucs qui sont sortis, quoi. Mais et en fait, t'es tellement pris dans l'engouement à ce moment-là, tu fais même pas attention à ce genre de trucs, quoi. Mais il y en a tellement, c'est assez ouf, quoi. Pour Buzz Aldrin, qui rentre dans un monastère, c'est le moment où on te montre le pape au niveau du documentaire. Oui. Non, parce qu'il y a Armstrong qui est avec le pape sur la photo. Oui, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Oui, j'ai vérifié cette info. Je suis allé chercher pour savoir si c'était vrai quand même. J'ai fait le pas. Je sais pas, ça me paraissait énorme, mais je me suis dit, oh, on sait jamais peut-être. Non, mais les trois ont travaillé toute leur vie jusqu'à la retraite pour la NASA, il me semble. Je crois bien, oui. Moi, je pense qu'ils sont avec Michael Jackson et Tupac. Bah maintenant, peut-être, maintenant. Et Elvis. Donc c'est ainsi que se conclut donc cette troisième émission de Cinétique sur Opération Lune de William Carell. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour terminer cette émission? Est-ce que vous conseillez le film? Ou est-ce que vous voulez donner une recette de tarte à la pomme, etc. Allez-y, c'est le moment. Alors, effectivement, moi, c'est un film que je souhaite conseiller à tout le monde. C'est un très bon film, on passe un bon moment, c'est très bien monté. Par contre, j'insiste, si vous le partagez, tout ça, demandez aux gens de le regarder jusqu'à la fin et vous-même, regardez-le jusqu'à la fin. C'est important de le dire quand on se transmet le film, au moins. Si on veut pas spoiler, au moins dites aux gens, regarde-le quand même jusqu'à la fin. JB, un petit mot de la fin? En documentaire que je trouve j'y pense un peu vers la fin, mais je trouve qu'il y a des liens avec Opération Lune. C'est Room 237. Oui, je pense que le lien c'est Kubrick et Shining. C'est un documentaire avec 5 dingos de Shining qui ont chacune leur théorie sur la signification du film. Et évidemment, c'est pas du tout la même à chaque fois. Et les arguments qu'ils développent et la manière qu'ils ont de raconter le film à leur sauce, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont chroniqué ce documentaire en disant que c'était un peu de la masturbation intellectuelle. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est un documentaire très intéressant et qui montre qu'un film, quand il est n'importe quelle œuvre, quand c'est diffusé, quand c'est en public, il appartient plus vraiment à son auteur, il appartient aux gens qui le réceptionnent et ils en tirent ce qu'ils en tirent en fait. Voilà, donc je conseillerais ce documentaire-là, qui est, je trouve, injustement dévalué. J'ai beaucoup aimé aussi ce documentaire à titre personnel, j'ai adoré. Adeline, un mot de la fin pour toi? Oui, bah moi je conseille évidemment ce film et aussi je pense que c'est un très bon exemple pour s'exercer à l'esprit critique et notamment si on veut essayer de débunker par exemple, parce que c'est très facilement faisable rien qu'avec Internet. Et vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce documentaire sur le montage, on l'a dit. Donc, on peut vraiment voir plein de choses et aussi, ça peut nous aider à voir les autres documentaires de manière différente, même les vrais documentaires. Bah pour moi, je vous conseille vraiment de voir ce film, c'est extrêmement important. C'est un film qui est vraiment éducatif, c'est-à-dire qu'il, voilà, comme on l'a vu, il renseigne sur beaucoup de manipulations de l'image. Il nous renseigne énormément là-dessus, donc c'est vraiment un outil extrêmement intéressant par rapport à ça. Après, comme on dit, toujours à manipuler avec précaution, donc toujours avoir un discours dessus, en discuter,
Il faut en débattre. Et en documentaire, moi aussi, je voulais en proposer plusieurs, mais j'ai surtout en proposé un, qui est le documentaire Apollo 11, donc de Todd Douglas Miller, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, en 2019. Je crois qu'il est sorti en 4K sur les cinémas. C'est un film absolument dantesque. Vous avez jamais vu la Apollo 11 filmée comme ça? C'est absolument incroyable. Donc vous avez 1h30 où vous en prenez plein la vue. C'est des images absolument magnifiques et vous êtes vraiment transporté dans le voyage. Vous voyez toute l'ingénierie qu'il y a derrière, tous les problèmes, etc. La complexité de cette entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc Apollo 11 de Todd Douglas Miller, si vous avez l'occasion. Donc je voudrais tout d'abord remercier les auditeurs qui nous suivent depuis la première émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont suivi cette 3e émission. On espère que ça vous aura plu et on espère aussi vous retrouver à la 4e émission. Je voulais aussi remercier donc mes chroniqueurs. Merci beaucoup JB pour ta présence. J'espère que ta première s'est bien passée. Très bien. Est-ce que tu reviendras ? Bien sûr, à l'occasion, quand vous parlerez d'Utopia, je t'ai déjà dit. Oui, un jour on parlera des séries quand on aura le temps de les regarder avant d'en traiter, ce sera pas mal. Au revoir Adeline. Au revoir, merci beaucoup. À la prochaine. Maintenant, tous les deux, ça se jouera à qui fera le plus grand nombre d'émissions consécutives. Attention. Ce sera forcément toi. Attends. Consécutive. Ouais, consécutive, attention. On sait jamais, Consécutive. Oui, parce que moi j'en ai 3 aussi, mais il y en a... C'est pas consécutif. Et puis, une maladie est si vite arrivée, des trucs comme ça, malheureusement. On sait jamais ce qui peut arriver. Et puis donc merci aussi à toi, Gabriel, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Vivien, merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine. Et puis surtout doublement merci puisque c'est toi aussi qui vas faire le montage. Et vu comment on a bien patiné à certains moments, tu vas pas mal... tu vas pas mal monter, donc désolé pour le travail. Il n'y a pas de souci. Je voulais aussi remercier donc tous ceux qui diffusent sur les réseaux sociaux l'émission et qui nous font aussi des retours, ce qui nous permet vraiment de nous améliorer. Donc merci beaucoup à vous. Continuez de partager, continuez de faire découvrir cette émission à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Je veux aussi remercier à Geoffrey qui est donc absent aujourd'hui, mais vu que c'est lui qui assure donc la mise en ligne des podcasts et aussi tous les problèmes qui sont liés à cette mise en ligne, voilà. Donc merci à toi Geoffrey d'assurer cette mission. Et donc pour conclure, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao ciao. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.